Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire organisé par les commissions recrutement et conseil en évolution professionnelle du Syntec. Le sujet, c'est l'ambition, c'est d'échanger sur la sécurisation des parcours professionnels. Voilà, l'idée est venue, c'est le fruit d'échanges entre professionnels, chasseurs de tête, outplaceurs, coachs, etc. Nombreux sont les hommes placeurs qui reçoivent des appels de cadres, de dirigeants qui sont pas conservés dans leur période d'essai ou qui, au bout d'un an, 2 ans, il y a un changement d'actionnaire, il y a un changement de président, etc. Et il y a séparation. Et il y a une très grosse difficulté à pouvoir avoir une négociation sympathique et surtout un outplacement pour pouvoir rebondir. Les chasseurs de tête vivent aussi ça de façon du côté des recruteurs, puisque souvent les chasseurs nous disent, ben voilà, j'ai passé un temps fou à rencontrer des candidats, plusieurs fois le candidat a rencontré des membres du, du comité de direction du client, et finalement il a une proposition, et au moment de passer à l'acte, il fait demi-tour parce qu'il a peur de prendre un risque. Donc, l'idée de ce webinaire est de réfléchir sur la sécurisation pour les candidats de quitter un employeur pour progresser, se lancer dans une nouvelle aventure, qui exprime une appréhension et qui hésite à changer d'entreprise. Prise de risque dans un contexte de changement rapide, appréhension d'une séparation, perte des indemnités liées à l'ancienneté. Vous quittez une entreprise, vous avez 10 ans d'ancienneté, pour aller dans une entreprise où au bout de 6 mois ou 1 an ou 2 ans, vous n'avez aucune indemnité de licenciement. Risque d'image, chômage, trou dans la carrière. Et puis, attractivité et sécurisation pour les recruteurs. Euh, 51% des cadres en 2024 déclarent vouloir changer d'emploi en 2025. Donc il y a un phénomène important et malgré ce chiffre, combien de recruteurs ou de chasseurs constatent que ces craintes ou hésitations chez certains talents freinent candidature et recrutement? Ces doutes, bien que fondés, ne doivent pas être un obstacle pour attirer les meilleurs profils. Pour les candidats, nous allons réfléchir à quelles sont les bonnes questions à se poser avant de décider, quels sont les éléments d'appréciation d'une opportunité, comment bien négocier, sécuriser sa transition, pardon, comment demander une clause parachute, comment créer les conditions d'une prise de poste, pardon, réussie. Pour les entreprises, ne pas se tromper, sécuriser le process de recrutement, évidemment, sécuriser les intégrations et préserver leurs images d'employeurs. J'ai le plaisir d'animer ce séminaire avec des experts du sujet. Béatrice Arras, chasseuse de tête depuis 25 ans chez Lincoln, qui est un cabinet qui a été créé, c'est une grande année 92. Exactement. Comment? Oui, oui, exactement, oui. Voilà, qui est un cabinet international. Tu es spécialisé aussi dans les métiers de la banque et de l'assurance, une culture très particulière là-dessus. Et vous vous appelez agent de talent. J'ai regardé sur votre site web, ce qui veut tout dire. Iman, qui est à nos côtés avec nous, et tu es, pardon, administrateur du Syntec Recrutement, Béatrice. Oui, Iman, qui est managing directeur du groupe Human Skill depuis 2017, c'est 650 collaborateurs, 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, et tu es la fondatrice d'Arabati, qui est un cabinet de détection de talents particulièrement connu dans le monde du digital, donc aussi chasseuse de tête depuis les années 2000. Iman est administrateur pardon, du Syntec Recrutement et anciennement président de cette commission, c'est ça? Marie-Liès, tu diriges C'est ça. directrice générale Bonjour à tous. directrice générale de Next Move, qui est un des cabinets de référence de la place en matière d'outplacement et de coaching. Tu es senior executive coach, tu connais donc bien les enjeux des stratégies de carrière des candidats, mais aussi les stratégies de gouvernance en entreprise. Et puis l'homme de loi indispensable, Nicolas Sauvage, qui est expert en droit social. On dit travailliste parce que spécialiste dans le droit du travail, c'est ça, Nicolas? C'est ça. Tu as prêté serment là encore en 92. Tu es également médiateur
depuis une dizaine d'années. Tu enseignes à HEC et tu as été un des contributeurs importants des travaux des commissions conseil en évolution professionnelle sur cette nouvelle clause parachute. Donc merci à vous. Euh, j'ai envie de planter le décor. Les données spécifiques concernant le taux de succès des périodes d'essai n'existent pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que selon une étude de la DARES qui date un peu, on a à peu près 20% des périodes d'essai, des CDI qui ont été rompus à l'issue de la période d'essai. Ce qui, on peut estimer 2 à 3 fois plus au bout de 2 ans euh, d'ancienneté. Le taux de succès de la période d'essai tourne donc autour de 80-85%. Et ceci inclut les ruptures initiées aussi bien par l'employeur que par le salarié. Iman, en tant que conseil des recruteurs finalement, quelles sont les principales causes d'échec des périodes d'essai ou de désintégration? Quand je parle d'intégration, je parle des 2 premières années d'intégration dans l'entreprise. Quelles sont les raisons évoquées par l'employeur? Iman, est-ce que tu nous as entendus? Oui, ça y est, je vous ai entendu, je vous avais perdu quelques minutes. Je suis désolée d'être à distance aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Et les, les- les raisons pour lesquelles il peut y avoir une rupture en période d'essai ou après sur un nouveau candidat sont souvent des problématiques de changement de présidence, de stratégie, de gouvernance. Euh, le manager qui vous recrute n'est plus là au moment où vous arrivez. Tout ça sont des choses qu'on voit régulièrement arriver. J'ai eu pour ma part une histoire qui n'était pas très chouette, où j'avais recruté une directrice générale pour une filiale d'un groupe média, pour lancer une nouvelle activité dans ce groupe média. Donc, le président qui m'avait mandaté m'a demandé de chasser. On a chassé quelqu'un qui avait une dizaine d'années d'expérience dans une boîte concurrente et donc d'ancienneté dans cette boîte. Elle a donné sa démission, elle a fait son préavis. Et au moment où elle est arrivée dans l'entreprise, quelques jours après son arrivée, le président a été remercié. La stratégie de créer cette nouvelle activité n'était plus d'actualité et on lui a demandé de partir au bout de quelques jours de présence, ce qui est tout à fait légal vu qu'il y a une période d'essai et que lors de cette période d'essai, vous pouvez décider de vous séparer d'un collaborateur sans aucune raison. Et donc là, je me suis retournée vers le DRH en lui disant comment on fait? On a mis quelqu'un en difficulté, elle a démissionné, elle avait 10 ans d'ancienneté qu'elle a perdu, elle se retrouve sans droit aux acédiques. Et comment peut-on l'accompagner? Donc j'avais demandé deux choses. J'avais demandé qu'il la garde au moins 4 mois pour qu'elle puisse bénéficier des acédiques et donc qu'on l'indemnise à cette hauteur-là. J'ai rencontré un nouveau président extrêmement fermé sur le sujet, donc qui ne voulait absolument rien faire. Et avec le DRH, on a offert un outplacement à cette jeune femme que le cabinet Ravati a financé à l'époque, parce que je trouvais que c'était absolument indécent de la laisser dans cette situation. Et le DRH a négocié des indemnités qui lui permettaient d'avoir 4 mois. Mais on a fait ça dans le dos du président de l'entreprise, pour dire à quel point, effectivement, la rupture en période d'essai peut être catastrophique pour un candidat. Donc voilà Bé- l'anecdote que j'avais à raconter. C'est une très bonne introduction. Béatrice, tu as, je crois, quelques chiffres aussi sur le taux, on va dire, d'échec ou d'abandon en cours de Ouais, parcours au sein du cabinet. ouais, ouais, donc avant même, effectivement, une nouvelle prise de poste, nous, ce qu'on a observé à l'échelle de Lincoln, c'est une augmentation quand même du refus, alors ce qu'on appelle dans notre jargon le refus de propale. C'est des personnes qui ont fait tout un parcours, tout un process de recrutement et qui, au moment de signer, se désistent. Donc là, c'est pour évidemment diverses raisons, mais on a, nous, constaté une augmentation qui s'est manifestée dès 2023 et confirmée en 2024 à hauteur d'au moins 10%, et selon le secteur d'activité, ça peut même aller jusqu'à 20%. Donc peut-être évoquer les Les différents peurs. motifs, les peurs hein, que Quelles sont les peuvent. peurs, oui, Ouais, évoquées? ouais, c'est ça, c'est que malgré, alors tu exprimais le fait que nous nous appelons des agents de talent. Effectivement, en tant qu'agent de talent, on a tout un processus d'accompagnement de nos talents jusqu'à l'identification d'un profil et pour faire le match parfait avec une opportunité. Et malgré toute l'attention qu'on va porter à nos talents, on est confronté à ces peurs
chez les candidats qui font que qu'au moment de signer, au moment de sauter l'obstacle, ils se désistent. Alors les peurs, les raisons, elles peuvent être d'origine diverse. Elles peuvent être influencées par l'incertitude tout simplement économique, hein. Donc, on a soit une influence très macro sur une situation politico-économique et un environnement macroéconomique, et ça peut être aussi très sectoriel, beaucoup plus focalisé sur un secteur. On a l'exemple de l'immobilier, qui est un secteur qui s'ouvre depuis 2 ans. Voilà, on a des postes à pourvoir où on va aller chercher des candidats qui ne sont pas forcément issus du secteur. Et parce que ce secteur est en difficulté et avec peu de visibilité sur 2025, voire 2026, on a des refus, effectivement, des personnes qui ne souhaitent pas changer pour aller vers ce type de secteur. On va retrouver un petit peu les mêmes freins sur les univers de start-up, par exemple, dans les contextes de marché de l'emploi un petit peu difficiles aujourd'hui. C'est vrai que la question se pose de quitter une entreprise bien établie pour aller rejoindre une start-up où les perspectives, la pérennité de l'activité et des financements à venir, il y a forcément un point d'interrogation. Donc là aussi, c'est une raison voilà, très fréquente. Après, on a des raisons aussi dans le plus personnel ou émotionnel, des raisons liées à la configuration soit familiale ou à des contraintes familiales. On a eu un cas récemment d'une personne qui avait démarré un process de recrutement sur un poste qui était extrêmement valorisant pour son parcours professionnel et tout à fait adapté à l'évolution qu'il souhaitait avoir. Et il s'est retrouvé aidant, puisque sa conjointe, voilà, s'est retrouvée malade. Le poste nécessitait de faire beaucoup de déplacements. Pour cette raison, cette contrainte familiale, la personne a finalement fait le choix de ne pas quitter son entreprise. Voilà. Et après, on a aussi des raisons qui peuvent être plus des avantages qu'on va appeler invisibles dans l'entreprise, des attachements très forts que certains candidats vont avoir vis-à-vis de leur entreprise, soit vis-à-vis de la culture de l'entreprise, ou tout simplement des liens sociaux qu'ils vont avoir créés avec leurs collègues. Et ces liens sont tellement importants dans leur vie et dans leur équilibre que finalement, là aussi, lorsqu'il s'agit de prendre la décision de quitter cet environnement très confortable d'un point de vue émotionnel, ils font le choix de ne pas quitter l'entreprise. Voilà, donc effectivement, pour pas être trop long à retenir, il y a vraiment une diversité de freins, de raisons, et qui sont soit d'ordre économique, émotionnel, familiaux, et puis l'incertitude financière aussi, ne pas se retrouver, de ne pas prendre le risque de se retrouver sans emploi à un moment donné, qui peuvent expliquer le fait de ne pas aller vers une opportunité, même si elle fait vraiment du sens par rapport au parcours professionnel. Nicolas, l'homme de loi, est-ce que tu vois d'autres causes, non seulement pendant la période d'essai, mais pendant la période d'intégration, les 2 premières années, c'est là où il y a une zone un peu de risque et de perte de chance. Tu vois d'autres raisons et surtout, quels sont les risques? Est-ce que c'est des sources de contentieux, comme l'évoquait Iman tout à l'heure, où vraiment le salarié est en position défavorable par rapport à l'employeur? Oui, alors deux petites choses. Tout à l'heure, tu m'as présenté en disant que j'étais travailliste. Il faut préciser que ça veut dire que je fais du droit du travail et je ne le fais que côté employeur. Donc j'ai un prisme particulier, c'est que je cherche toujours à conseiller et protéger les employeurs. Deuxième chose, pour rebondir sur ce qu'a dit Iman tout à l'heure, un point important qui est une croyance répandue, mais qui est pas tout à fait exacte. Pendant la période d'essai, on peut pas rompre la période d'essai, par exemple, pour la raison de l'histoire que nous a relaté Iman. Il y a un changement de président, il y a un changement de stratégie, c'est pas du tout la faute du salarié, et ce salarié peut parfaitement saisir les prud'hommes parce qu'en fait, la Cour de cassation considère qu'on ne peut rompre une période d'essai que pour un problème de compétence.
Alors, ça peut être des compétences techniques ou ça peut être des compétences comportementales, éventuellement, mais que pour un problème de compétences. Autrement dit, la raison dans l'histoire d'Iman, qui est fréquente, changement d'actionnaire, changement de président, etc., changement de stratégie, c'est pas la faute du salarié. Et normalement, on ne peut pas rompre cette période d'essai pour ce motif-là. Donc, on s'expose à un contentieux. Donc, je voulais vous le dire parce que c'est quand même un point important. Euh, alors, qu'est-ce qui peut avoir comme problématique? Ben, comme l'a expliqué tout à l'heure Eric, le salarié avait bénéficié d'une ancienneté, donc il avait un certain nombre de protections du droit du travail. Il arrive dans une entreprise où il est en période d'essai. La période d'essai, vous savez que ça peut être rompu très très facilement, avec très peu de temps devant soi. Et donc, le salarié a démissionné et il arrive dans une situation où il est en période d'essai et on peut rompre son contrat en quelques jours et notamment quasiment sans motif, à part vos compétences ne correspondent pas à ce qu'on attendait. Donc ça le met en difficulté et il y a pas mal de contentieux sur les ruptures de période d'essai, pas que pour la raison expliquée par Iman, mais il y a pas mal de contentieux. Il faut aussi, parmi les raisons d'une rupture de période d'essai, il y en a une qui n'a pas été citée, qui est le fait qu'effectivement, la personne chassée ne correspond pas au profil qu'on avait, c'est-à-dire qu'elle s'est survendue à son chasseur de tête et le chasseur de tête a pris l'expérience que la personne disait avoir. En réalité, elle ne l'a pas. Et donc, évidemment, elle ne peut pas donner satisfaction à son nouvel employeur. Là, on est tout à fait dans une situation de rupture possible de période d'essai sans risque de contentieux ou avec peu de risque de contentieux. Mais c'est un contentieux qui est assez fréquent et qui génère des positions très, très clivées des parties parce que l'employeur dit comme l'a expliqué Iman, mais moi j'ai le droit de rompre la période d'essai, puisqu'en fait, bon, bah, il ne me va pas. Et puis parfois, on dissimule un peu la vraie raison hein, de la rupture de la période d'essai. Et le salarié dit, oui, mais moi j'ai démissionné, j'ai abandonné une situation qui était très confortable avec de l'ancienneté, des relations avec mes collègues, et j'étais connu dans le milieu, etc., pour prendre un risque. Et finalement, je ne suis pas rémunéré, je ne suis pas compensé du risque que je prends et je mets toute ma famille en difficulté, etc. Aliès, toi qui es la coach des candidats qui peuvent vivre ça, comment ils le vivent d'abord et puis comment c'est perçu par les recruteurs, finalement ce trou, et je ne sais pas si c'est un échec d'ailleurs, ça peut être un constat de part et d'autre, mais comment ils le vivent? Il y a deux questions chez toi. La première, c'est ce qui se passe chez le recruteur. Alors, chez un recruteur, j'ai envie de dire une séparation, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et ce qui est important, c'est pas tant la séparation en tant que telle, mais la façon dont ça va être raconté par le candidat. Si jamais le candidat a bien perçu les raisons, que ce soit de l'ordre, Iman, Béatrice, vous en avez parlé, que ce soit de l'ordre, entre guillemets, de l'entreprise, changement d'organisation, changement de managérial, mais aussi la conséquence d'un onboarding voilà, qui n'a pas réussi quelque part à trouver sa fonction, c'est-à-dire la personne n'a pas pris sa place, n'a pas réussi à rentrer dans la culture de l'entreprise. Mais si le candidat assume, entre guillemets, cette séparation, le recruteur va apprécier sa franchise, va apprécier effectivement le fait qu'il ait pris du recul par rapport à cette situation et qu'il en fasse quelque chose. En revanche, si le candidat vit cette séparation comme un échec, sa communication va être floutée et ce qui va être de nature à ne pas rassurer le recruteur. Le conseil que j'aurais envie de donner à ces derniers, c'est prenez le temps, ne vous précipitez pas vers le marché du travail si vous ne vous sentez pas prêt. Le conseil que je donnerais aussi, c'est trouver une formulation claire pour expliquer les raisons de cette séparation. Et plus l'expression sera claire et simple, et plus ça sera facile. Qu'est-ce qui se passe chez un candidat? Évidemment, c'est compliqué parce qu'on a abordé. En fait, qu'est-ce qui motive un candidat à changer de job? Peu ou prou, on est quand même toujours dans un contexte de booster son employabilité. C'est trouver un nouvel élan professionnel, c'est avoir une fonction et avec un périmètre élargi. C'est évidemment booster sa rémunération. C'est parfois aussi embarquer sa famille voilà, dans une carrière internationale. Et donc, quelque part, c'était un pari, de l'audace. Et merci, j'ai envie de dire, aux chasseurs de tête et aux recruteurs d'être là pour permettre aussi aux personnes de donner un élan à cette carrière. Mais ils ont l'impression à l'instant T d'avoir effectivement réalisé un pari qui a été un pari perdu. Et donc, c'est comment transformer effectivement l'essai. Et encore une fois,
c'est pas immédiat, mais la capacité pour eux de comprendre ce qui s'est passé, de transformer l'essai, fait toute la différence, hein. Il y a une question dans le webinaire qui est de dire, au fond, vous parlez des gens qui sont en poste, qui prennent le risque de changer, et c'est vrai qu'on a anglais le sujet sur ce terrain-là parce qu'il y a un vrai préjudice pour les salariés ou exprimé comme tel. Quid des personnes qui sont au chômage? Il y a aussi cette perte d'opportunité parce que finalement, ils ont pu ne pas prendre un autre job en parallèle. Il y a toujours une perte d'opportunité quelque part qui peut arriver à un instant T. Et pour les personnes qui sont en transition, il y a aussi des paris sur C'est l'employabilité ça. qui existent. Béatrice, tu évoquais tout à l'heure le secteur de l'immobilier. Il y a aussi des personnes qui sont dans le domaine du retail qui vont souhaiter changer de secteur d'activité. Et voilà, il y a toujours cette notion quand même, être le garant, entre guillemets, de sa propre employabilité qui est présent. Et oui, c'est une perte d'opportunité, tu as raison, parfois de se retrouver en transition parce qu'on n'a pas pris effectivement une fonction qui nous était proposée. Iman, les points de vigilance lors de cette phase de négociation, qu'est-ce que vous conseillez aux recruteurs? Quels sont les points que vous checkez avec l'entreprise? Est-ce que vous utilisez des tests? Est-ce que c'est parfait? Voilà, comment on réussit un mariage? Il y a une méthode. Quel est le rôle d'un cabinet de chasse de tête là-dessus? Bah, Béatrice ne me contredira pas, je pense. Le... Je crois que notre rôle, c'est de limiter au maximum le risque. Ça veut dire d'éviter de faire prendre des risques aux candidats, mais d'éviter également de faire prendre des risques aux clients. L'entreprise investit sur un recrutement, elle investit beaucoup, et le candidat, de la même manière, prend un risque en changeant d'entreprise et en changeant de job. Donc, notre rôle à nous, c'est de vérifier que l'adéquation est la meilleure possible et qu'on va limiter le risque par les entretiens qu'on va avoir avec les candidats. Mais je dirais que avant l'entretien, avant l'évaluation du candidat, ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que cherche notre client, de travailler de manière précise avec lui sur ses attendus, sur les compétences indispensables, sur le rôle. Souvent, nos clients ont le sentiment qu'il faut beaucoup plus de compétences que ce sera nécessaire en réalité. Ils peuvent aussi avoir le sentiment que la personne qui doivent recruter sur ce poste doit être la même que celle qui quitte le poste, etc. Donc, on a un rôle de conseil en amont qui est très fort sur la compréhension du rôle, du poste, de la mission, des enjeux, de la culture d'entreprise. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein, à valider en amont. Ensuite, sur les compétences recherchées, quelles sont les compétences indispensables? On va, et puis celles qui sont souhaitées mais qui sont moins indispensables, on va hiérarchiser pour avoir une idée très précise et s'aligner avec le client sur les vraies compétences. Et ensuite, on va aller valider auprès des candidats qu'on va rencontrer leur niveau de compétence sur chacun des sujets indispensables à vérifier. Alors après, chaque cabinet a ses propres méthodes, hein. Les entretiens structurés sont des méthodes qui fonctionnent assez bien. Donc des interviews où on demande aux gens vraiment de raconter ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, avec quels moyens, quels outils, les difficultés rencontrées, comment ils les ont dépassées. Et donc en faisant parler quelqu'un de manière concrète de ces expériences, on peut identifier les compétences clés qu'on cherche ou pas et challenger le candidat. On peut aussi utiliser des tests de personnalité validés pour vérifier aussi un certain nombre de choses sur la personnalité du candidat et son adéquation avec les attendus de l'entreprise et la culture d'entreprise. Donc voilà, on va faire des contrôles de référence. Tout ça étant fait pas pour vérifier que le candidat nous dit bien la vérité, mais pour valider que le candidat correspond bien aux besoins de l'entreprise. On est souvent chahuté sur notre manière de sélectionner les candidats parce que l'évaluation, c'est pas toujours forcément un passage agréable pour le candidat. Mais moi, j'essaye toujours d'expliquer à mon candidat que l'objectif, c'est de pas se tromper, ni lui, ni nous, ni l'entreprise, sur la réalité de qui on est et de ce qu'on va pouvoir faire dans ce rôle-là et dans cette entreprise-là. D'ailleurs, c'est pas toujours bien accueilli quand on dit à un candidat qu'on va pas le présenter sur le job ou qu'on va pas aller plus loin avec lui sur le job pour telle et telle raison, parce que bah, on parle des candidats qu'on chasse, mais il y a aussi des candidats qui sont en recherche active et qu'on va évaluer et où on va leur expliquer que bah, pour ce poste-là, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà. Mais l'idée, c'est nous, cabinet, on essaye vraiment de minimiser les risques au maximum. Mais on travaille sur de l'humain. Nos clients sont des humains. Les entreprises, c'est une équipe d'humains et le candidat aussi. Et donc, ouais, pas de science exacte.
Et on peut faire des hypothèses et on peut se tromper. Nous, le candidat, le client, tout le monde peut à un moment se retrouver en situation difficile parce qu'on s'est trompé. C'est déjà désagréable pour nous, cabinet, qui sommes un intermédiaire. C'est extrêmement préjudiciable pour le candidat, on est bien d'accord. Et c'est préjudiciable aussi pour l'entreprise qui se retrouve dans une situation pas souhaitée du tout, avec quelqu'un qui est arrivé, un recrutement à refaire, un échec, voilà, de part et d'autre. Donc voilà, notre rôle à nous, c'est de limiter au maximum le risque. L'intelligence artificielle va révolutionner votre métier? Vaste C'est pas un sujet. vrai, mais je pense que l'intelligence artificielle peut nous aider à faire mieux notre métier, à gagner du temps sur un certain nombre de sujets. On fait beaucoup, on rédige beaucoup de comptes rendus, de résultats de tests, etc. Donc oui, l'intelligence artificielle pourra peut-être nous aider sur un certain nombre de sujets, mais je ne suis pas convaincue que ce qu'on arrive à faire, poser des hypothèses pour évaluer un candidat, etc., que l'intelligence artificielle le fera à notre place demain. On est sur de l'humain et on parle d'humain. Il y a trop d'humains dans ce sujet-là pour que l'intelligence, et pas l'intelligence humaine, mais l'intelligence artificielle nous facilite la tâche. Béatrice, tu ne vas pas contredire. Non, non, et l'intelligence artificielle est déjà très intégrée dans notre métier et continuera à l'être et elle vient au contraire nous aider à faire encore mieux notre métier de conseil et d'accompagnant, donc d'agent de talent. Donc non, non, pas de contradiction du tout là-dessus. Et effectivement, alors moi, ouais, j'aimerais rappeler, peut-être souligner un point, c'est que le rapport au travail aujourd'hui est quand même assez centré, en tout cas sur les populations qu'on adresse, sur deux éléments, l'employabilité et la confiance. C'est ça que tout le travail qu'on va faire en amont pour sécuriser effectivement les recrutements et bien évaluer et bien accompagner la réflexion de nos talents, faut qu'on ait vraiment à l'esprit cette notion d'employabilité. C'est que les candidats aujourd'hui, dans leur réflexion, vont vraiment analyser euh, le changement qu'ils envisagent d'opérer. Est-ce que ça va leur faire perdre ou augmenter leur employabilité pour plus tard? Et ça, c'est extrêmement pris en compte. Et c'est pas tant l'employabilité par rapport à une entreprise, c'est vraiment l'employabilité sur le marché du travail au sens large. Donc ça, dans notre rôle aussi de conseil et d'accompagnement, c'est un élément qu'on va analyser avec eux. Et l'autre élément, bah, c'est la confiance. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Il faut effectivement rassurer, réassurer et identifier tous les freins que les candidats peuvent avoir sur la confiance qu'ils auront sur un marché, de la sécurité financière, etc. Après, sur la prise de poste, Oui, peut-être ce qui est une fois intéressant qu'on aussi, est... c'est avoir votre point de vue sur d'abord la période d'essai, mais Ouais, aussi la période d'intégration. Les deux moi, ouais, volontairement, je resserre aux 2 premières années. ouais. Quels sont Mm. les points de vigilance, quelles sont les conditions pour réussir une prise de poste euh, que tu recommandes Ouais. aux candidats, mais aussi à l'employeur? Donc, c'est effectivement la prise de poste. Alors, il y a la période des premiers mois qui est extrêmement importante et ça va bien au-delà. Donc, il y a en effet des erreurs à ne pas connaître, à ne pas commettre, comme par exemple vouloir imposer tout de suite son mode de fonctionnement, aller un petit peu trop vite dans imposer son leadership. Donc ça, c'est important effectivement de respecter certaines étapes, d'avoir un temps d'observation au démarrage d'une prise de poste, ça c'est important. Pour autant, il y a un temps d'observation à respecter, mais il faut se donner quand même des objectifs réalisables pour aussi, pendant les premiers mois, être en capacité de démontrer et d'avoir aussi des KPI, des succès à réaliser et à démontrer. Donc, dans une prise de poste, il y a les soft skills qu'on peut parfois peut-être sous-estimer, sous-évaluer.
Et il faut bien rappeler que les soft skills vont être très, très importants. Donc, il faut investir dessus. Donc, En 2 mots, les soft skills pour nos auditeurs. les soft skills, ça va être par exemple le leadership, ça va être sa capacité à communiquer, ça va être dans tout le côté relations personnelles, interpersonnelles, donc avec les équipes. Donc en fonction du poste qui va être occupé, donc si on est sur un poste à responsabilité, le leadership va être à nouveau important à bien mettre en œuvre pour fédérer une équipe, par exemple. Donc, c'est ne pas arriver sur un poste, être dans son silo, uniquement centré sur un objectif opérationnel, technique, et vraiment considérer toute l'équipe qui est autour, que ce soit le hiérarchique, les pairs et l'équipe à manager. Ne pas sous-estimer non plus l'adaptation à la culture d'entreprise. Ne pas se dire, voilà, j'arrive dans une nouvelle entreprise, elle a sa culture, mais finalement, peu importe, moi j'ai mon mode de fonctionnement. C'est important vraiment de prendre le temps aussi d'observation et de décoder les spécificités de la culture d'entreprise pour bien s'y adapter, bien s'y intégrer. Donc ça, c'est extrêmement important. Ne pas chercher à vouloir contrôler trop vite, parce que ça pourrait être perçu comme une prise de pouvoir, trop de prise de pouvoir, par exemple. Et puis, s'appuyer sur des piliers et des personnes de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la notion de stress et que peut représenter une nouvelle prise de poste. Donc c'est important aussi de s'appuyer sur toutes les ressources qu'il va y avoir au sein de l'entreprise. Et un point très important, pour peut-être le dernier, c'est la prise de feedback. Une prise de poste ne sera réussie que si on est aussi à l'écoute des feedbacks. Donc, accepter de prendre les feedbacks et ne pas hésiter à aller les rechercher pour tout de suite réorienter ou s'ajuster en fonction voilà, des feedbacks reçus. Ça me fait penser aux hommes politiques, les 100 premiers jours. C'est ça. Marie-Liesse, Mm. quels sont les conseils que tu donnes à tes candidats en tant que coach sur bien réussir cette période d'essai, cette période d'intégration, prendre les bons capteurs, se faire un réseau, Alors, Béatrice a donné beaucoup de bons conseils, donc ça me rassure de savoir que nous sommes alignés. Le premier écueil pour une personne qui va prendre sa fonction, c'est vouloir à tout prix prendre sa place. Et comme le précise effectivement Béatrice, c'est pouvoir assumer son leadership et se précipiter. Donc vraiment l'enjeu, c'est de ne pas se précipiter. C'est une période pour laquelle la personne va prendre la mesure de la culture de l'entreprise, faire des rencontres qui seront leurs futurs alliés en l'occurrence, et ensuite effectivement bien identifier quelle va être la priorité de sa prise de fonction, quels vont être les quick wins, parce que c'est toujours aussi important d'avoir des quick wins, et surtout ne pas faire référence à l'entreprise précédente. Quand on vient d'une entreprise et qu'on a passé 15 années dans une entreprise, on a de cesse que d'avoir en tête ce référencement. nous Et et donc, vous. exactement, voilà. Et préparer son rapport d'étonnement. Moi, je dis toujours, on n'est jamais aussi intelligent que quand on prend sa fonction. Et le risque, c'est de s'adapter, entre guillemets, trop vite à l'entreprise. Donc, en même temps, accueillir la culture, la comprendre, y adhérer, et en même temps, bien identifier les leviers d'action qui permettront effectivement de prendre toute la mesure de sa fonction. J'ai répondu à ta question? Je pense, oui, Bon, oui, parfait. très clair. Nicolas, sur cette période de transition, d'abord sur la négociation, est-ce qu'il y a des points de vigilance qu'on peut conseiller et aux recruteurs employeurs et aux salariés sur prévoir des clauses? On viendra après sur la clause parachute sur laquelle on a travaillé, mais déjà à ce stade-là, négociation, période de transition, période d'essai ou un peu au-delà, etc. C'est quoi les points de vigilance? Alors, l'origine de notre discussion et pourquoi on est ici, c'est cette histoire que tu racontais de la personne qui, en effet, soit a une crampe de stylo au moment de signer son contrat pour changer d'emploi ou qui, arrivée dedans, effectivement, finalement ne fait pas l'affaire. Elle s'en va ou elle se fait pousser dehors. En fait, vous connaissez Win-Win. Et là, on est on voudrait transformer lose, lose, lose en win, win, win.
Pourquoi 3 personnes? Parce qu'en fait, dans une opération de transition de carrière, il y a 3 intervenants. Il y a le salarié, il y a le chasseur de tête, et puis éventuellement l'outplacer pour permettre de faire rebondir la personne qui n'a pas fonctionné dans son emploi et qui va aller ailleurs, ou elle-même qui était déjà au chômage et qui a un outplacer qui lui a trouvé un emploi et ça ne marche pas tout en étant passé par un chasseur de tête. Donc on a souvent 2 ou 3 intervenants. Et si ça ne marche pas, s'il y a une crampe de stylo ou si jamais ça ne marche pas dans la première période, on se retrouve effectivement dans un lose-lose-lose. Tout le monde a perdu, l'entreprise qui recrute a perdu du temps et de l'argent, le chasseur de tête va éventuellement ne pas percevoir sa rémunération ou pas tout, et l'outplacer, encore une étape plus loin, soit a manqué son opération d'outplacement, soit ne verra jamais arriver, parce que c'est l'un des sujets, ne verra jamais arriver le salarié qui a perdu son emploi durant sa période d'essai ou durant sa période d'intégration, parce que celui-ci va avoir tendance à se concentrer, et on en arrive à ta question, dans la négociation, sur un éventuel golden parachute en disant ah oui mais alors si vous me licenciez au début moi vous comprenez j'ai perdu des actions gratuites que j'avais dans mon entreprise d'avant, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, et donc il va essayer de se concentrer sur de l'argent dans son compte dans une espèce d'indemnisation déjà prévue, donc un golden parachute en argent C'est fréquent, cette... dans son contrat de travail. Bah, plus les niveaux de Mm. job sont élevés et plus on a des salariés qui effectivement arrivent avec des exigences en argent. Ça, c'est un problème parce qu'effectivement, quand on rentre dans une entreprise, commencer à discuter de la possibilité que ça ne marche pas et qu'il faille être indemnisé, forcément, ça inquiète tout le monde. Ça inquiète le chasseur de tête, ça inquiète l'employeur, et puis même le salarié n'est pas très à l'aise à discuter de ça. Donc, dans la négociation d'arrivée, on voit des salariés qui insistent là-dessus, insistent aussi sur la clause de non-concurrence qu'ils ne veulent pas ou qui veulent limiter. Voilà les sujets d'arrivée qui sont parfois des petits grains de sable qui font déraper et arrêter complètement une négociation d'entrée. Ça répond à ta question? Oui, oui, je pense. Pardon. Il y a des clauses aussi pendant la période d'essai, de renouvellement de période d'essai. Oui, alors on peut Il y a effectivement dire, des... on peut dire un mot de ça. C'est vrai que les périodes d'essai, là, on parle de cadres, plutôt de cadres qui vont être à un niveau élevé dans les entreprises. Dans la plupart des conventions collectives, on a une période d'essai de 3 mois qui est déjà assez longue. Dans Syntec, ici, on est chez Syntec, c'est 4 mois. Ensuite, dans pas mal de conventions collectives, ces périodes d'essai sont renouvelables. Et donc, si on fait 4 plus 4, ça fait 8 mois. Alors là, ça commence à être vraiment très, très long. Alors, petit conseil pour les employeurs, ne jamais indiquer chez nous la période d'essai est systématiquement renouvelée, parce que si vous indiquez d'emblée au candidat qu'elle est systématiquement renouvelée, c'est comme si elle n'existait pas, puisque ça veut dire que, quelles que soient les compétences du salarié, vous la renouvelez. Il y a de la jurisprudence sur le sujet où on a considéré que le renouvellement, en fait, ne valait rien. Parce que finalement, comme il était systématique, on n'avait pas renouvelé parce que la personne n'était pas bonne, on avait juste renouvelé parce que c'était l'habitude. Donc, il faut faire très attention à ne pas indiquer ça. Évidemment, pour les cadres qui auraient ce genre de choses qu'on leur annoncerait, faut être transparent avec son employeur. On lui dira, ah non, me dites pas ça, parce que si vous me dites un truc comme ça, vous comprenez, vous m'ouvrez un contentieux. Donc, c'est pas une bonne idée de me raconter ça. Dites-moi que je fais pas l'affaire. Dites-moi ce que je peux améliorer pendant mon renouvellement de période d'essai. Ensuite, quand on renouvelle une période d'essai, faites très, très, très attention à la forme. Ça coûte rien, c'est un papier de 3 lignes en disant, cher monsieur, à ce jour, nous n'avons pas eu le sentiment que vous aviez fait complètement le tour du poste et on souhaite vous proposer un renouvellement de période d'essai. Ça doit se faire avant la fin de la première période d'essai, hein, quand elle est renouvelable. Évidemment, on ne renouvelle pas une période d'essai qui n'est pas renouvelable par la convention collective. Ça, c'est la règle numéro 1. Mais enfin, quand elle est renouvelable, il faut renouveler avant la fin de la période d'essai. Il faut le faire par écrit. Et la simple signature du salarié avec la date sur la lettre que vous remettez ne suffit pas. Alors là, il y a de la jurisprudence longue comme le bras. Vous n'avez pas l'accord du salarié. Donc il faut lui faire écrire avant la fin de cette période, de première période d'essai, je consens au renouvellement de ma période d'essai. Évidemment, si le salarié se tortille ou dit ah oui, j'ai pas le temps, poser le papier de là, je verrai après, alors que vous êtes à 24 heures de la fin de votre période d'essai, bon bah là le conseil est clair,
pour romper la période d'essai. Et tant pis, ça vous coûtera la période le délai de prévenance qui sera de quelques semaines ou quelques mois selon la durée de cette période d'essai. Mais vous ne pouvez pas prendre le risque de laisser passer le délai et de vous retrouver après, un jour après, le renouvellement de la période d'essai. Parce que là, si vous voulez la rompre, vous ne pouvez plus, c'est un licenciement. Et puis dernière chose, je l'ai dit tout à l'heure, il faut évidemment rompre une période d'essai pour des motifs liés à la compétence, certainement pas liés à un changement de stratégie ou pire, je l'ai vu, à des difficultés économiques qui apparaissent. Le salarié est absolument pour rien, c'est pas son problème. Dans ces cas-là, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour pas avoir le problème, c'est de le confirmer dans sa fonction. Donc vous confirmez le fait que la période d'essai est conclusive et vous passez sur un licenciement pour motif économique qui est en fait le vrai motif. Au moins là, vous avez respecté complètement la procédure et vous êtes, si votre motif économique est bon, vous êtes raisonnablement inattaquable. Au-delà de la période d'essai, les 2 premières années, il y a des risques? Non, il n'y a pas aucun risque Alors, pour l'employeur. au-delà de la période d'essai, le barème Macron a eu un effet un peu effrayant sur les entreprises. Alors, je parle que des entreprises de plus de 11 salariés, mais si vous avez moins d'un an d'ancienneté, votre indemnisation en cas de licenciement abusif, c'est entre 0 et 1 mois, 1 mois étant le maximum d'indemnisation pour licenciement abusif. On dit souvent licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais ça n'existe pas, en fait, ce terme-là. Donc, entre 0 et 1 an d'ancienneté, c'est très peu, hein. On a 0 à 1 mois d'indemnisation. Entre 1 an enfin, au-delà d'1 an, mais à moins de 2 ans, on est entre 1 mois et 3 mois. Ça reste encore très peu pour se retourner. Enfin, ça représente assez peu d'argent. Et au-delà de 2 ans, entre 2 ans et 3 ans, après, ça va jusqu'à 27 ou 30 ans. On ne va pas en parler, mais au-delà de 2 ans, mais enfin, au-delà d'1 an, mais au-delà de 2 ans, mais moins de 3 ans, pardon, on est entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire. Ça reste encore très, très faible. Donc, le levier de négociation, si jamais on voit son contrat rompu, là, c'est plus une période d'essai. Entre 1 an et 2 ans, par exemple, ben, au maximum, c'est 3 mois et demi de salaire. Donc, ça représente pas grand-chose. Certes, il y a un préavis, mais ça représente pas grand-chose. Et donc, c'est le moment, c'est vrai, hein, où les salariés sont en grand danger, on va dire, pendant les 3 premières années, les 2 premières années et demie, ils sont en grand danger. Au début, c'est la période d'essai, et après, c'est pas la période d'essai, mais finalement, le coût est tellement plafonné par le barème Macron qu'effectivement, le risque pour l'entreprise de rompre le contrat est relativement faible. En tout cas, il est très facile à mesurer financièrement. Alors, c'est pour ça que se développe cette clause parachute que tu appelles POP. Alors qu'on a baptisé POP parce que c'est un parachute outplacement, POP. Voilà, donc qui permet en cas de rupture pendant les premiers mois ou les premières années, c'est contractuel, de bénéficier d'un outplacement s'il y a une rupture de la part de l'employeur, de la part du salarié, il y a des modalités. Tu peux nous en parler, détailler? Alors, en fait, cette idée est née d'une problématique qui est extrêmement répandue dans le milieu de l'outplacement et de la chasse de tête. C'est donc ce salarié qui vient dans l'entreprise et puis qui se fait remercier très peu de temps après le début de son emploi, donc mettons dans les 2 premières années, et qui négocie quelque chose avec son employeur, donc il négocie un montant pour partir, peut-être un peu mieux que le barème Macron dont je parlais tout à l'heure, pour des raisons réputationnelles, etc., et qui consomme cet argent. C'est-à-dire qu'il se dit, cet argent, c'est pour moi, l'employeur peut lui proposer. Il y a un certain nombre d'employeurs responsables qui disent, mais je vais vous proposer un outplacement, vous n'êtes pas le mauvais gars, mais bon, ça l'a pas fait avec nous, et en fait, vous avez sûrement votre place ailleurs. Je vais vous proposer un outplacement, ça va coûter 25, 30 000 euros. Je vous propose ça, évidemment, je le retire de ce que je vais vous donner financièrement. Et là, le salarié a en fait une mauvaise réaction, il se dit, non mais cash is king, l'argent, c'est le roi, je veux le liquide tout de suite. Donc non, je préfère avoir l'argent moi, puis je me payerai mon outplacement plus tard. Et en fait, ce que constatent les outplacers, c'est qu'ils voient des gens arriver 1 an après leur rupture, ils ont consommé l'argent que leur a donné l'employeur et qui aurait pu être affecté à l'outplacement, ils l'ont consommé, ils ont perdu des opportunités, ils ont 1 an de trou dans leur CV, ils sont très très difficiles à replacer. Et donc, ça va demander énormément de travail et le salarié n'a plus l'argent pour payer lui-même l'outplacement. Donc, devant ça, on a pas mal travaillé avec la commission sur ce sujet et on a imaginé POP.
Et alors, POP, il va falloir que ça se répande vite, de façon à ce que ce ne soit pas suspect quand un salarié qui arrive, quand un candidat arrive dans une entreprise et le demande, et que le DRH puisse lui-même le vendre à son comité exécutif. C'est l'idée de faire un parachute qui n'est pas en argent, mais qui est en outplacement et qui est chronodégradable. Alors, pourquoi c'est un parachute? Bah parce que, y a quand même une somme qui va être importante, qui va être consacrée à payer un cabinet d'outplacement. On peut imaginer que dans la clause, dans le contrat de travail où on la prévoit, les cabinets d'outplacement référencés par l'employeur soient indiqués, où l'employeur dit, moi, je travaille avec 3 cabinets. Vous choisirez, si jamais il y a un problème, vous choisirez entre ces 3 cabinets celui avec lequel vous voulez travailler. Cabinet membre du Syntec. Cabinet membre du Syntec, évidemment. Les autres, Évidemment. existent-ils d'ailleurs, les autres? Non. Mais qui sont ceux qui posent encore cette question, comme dit la publicité pour je ne sais plus quelle grande marque de grande distribution. Donc, ça, première chose, on prévoit plusieurs cabinets d'outplacement et le salarié pourra faire son choix puisque c'est très très important pour que l'outplacement marche, que le salarié se sente à l'aise avec son cabinet et puis surtout avec son outplacer, l'individu lui-même. Bon, donc ça c'est la première chose. Donc là c'est la côté parachute. Je paye à la place de mon salarié un outplacement. Et pourquoi c'est un outplacement? Parce qu'il faut que ce soit un outplacement qui arrive tout de suite, qui soit financé par l'employeur et qui puisse prendre le salarié en charge immédiatement, parce que c'est là où son employabilité est la plus forte et où on puisse le replacer très très facilement. Et à ce moment-là, on a plein d'effets. Je disais lose, 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 et là on a win, win, win. Alors d'abord pour les gens de Syntec qui sont évidemment sur cette conférence, et qui sont chasseurs de tête ou qui sont outplacers, vous voyez qu'il y a une poche de marché à faire qui va générer en fait du business pour vous parce que les chasseurs n'auront plus la crampe de stylo du type qui n'ose pas sauter le pas ou de la femme qui ose pas, qui est rentrée dans le job et qui finalement ne se sent pas trop à l'aise et qui se dit ouh là là mais ça me fait affreusement peur, comment je fais pour m'en aller d'ici? Ensuite, ça va faire du travail pour les outplacers parce qu'évidemment, on va rendre assez naturel le fait d'aller vers un outplacer. Beaucoup d'entreprises ont l'habitude maintenant, mais il y en a encore un certain nombre qui résistent. Ça va faire win aussi pour les candidats, puisque les candidats vont avoir la possibilité facilement de rentrer dans une entreprise en sachant qu'ils ont une clause POP qui les protège. Et puis, ça coûte pas si cher que ça, parce que justement, l'idée, c'est que si je suis employeur et que vous êtes un candidat, je vous propose une clause POP en vous disant, écoutez, je veux pas que vous me plantiez la veille de votre arrivée. Donc, je vous propose une clause POP. Je suis quasiment sûr qu'elle ne fonctionnera jamais. Donc, elle me coûtera zéro parce que jamais je n'aurai besoin. Je suis sûr que vous êtes le bon profil. Jamais je n'aurai besoin de la faire jouer. Mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à s'entendre, vous avez la clause POP et cette clause qui est dans votre contrat de travail dit voilà les cabinets auxquels vous pouvez faire appel, voilà la durée pendant laquelle l'outplacement va fonctionner, voilà le style d'outplacement qu'on vous proposez, voilà l'enveloppe qu'on va y consacrer. Donc, imaginons que les 3 cabinets ne soient pas au même prix. Bah, il y a une enveloppe, donc il y en a une qui couvre peut-être 2 cabinets, puis la troisième, il faudra que le salarié mette un peu plus d'argent. On peut imaginer ça. Et donc, on a un système qui est assez complet. Et comme ça, c'est un point assez important, c'est que c'est pas une clause parachute qui arrive à la fin et qui va poser des problèmes à la fois fiscaux et de charges sociales. C'est une clause parachute particulière qui arrive au début et qui est la condition en fait posée par l'employeur pour être sûr qu'il arrive à faire venir le salarié. Et donc l'employeur va dire, moi je vous propose une clause POP, comme ça je suis sûr que vous allez venir parce que vous n'aurez pas peur, parce que comme le disait Béatrice tout à l'heure, vous aurez confiance en nous, puisque de toute façon, si jamais il y a un problème, on vous protégera. Voilà, donc c'est une clause qui présente cet avantage-là, et puis elle est chronodégradable parce que effectivement, dans une entreprise, bah, le salarié qui arrive, il va bénéficier d'une clause POP avec un outplacement, mais ses camarades qui sont comme lui dans le CODIR, dans le COMEX, dans je ne sais quoi, ils n'ont pas de clause d'outplacement. Donc ils vont dire, bah attendez, je comprends pas bien, travail égal, salaire égal, pourquoi j'ai un écart entre ma situation et la sienne. Alors lui, s'il se fait sortir, il a un outplacement et puis moi, j'en ai pas. Bah oui, mais vous êtes là depuis 10 ans, donc si vous partez, vous avez une indemnité conventionnelle qui va être assez importante. Si vous nous attaquez parce que vous n'êtes pas d'accord sur le motif de la rupture, vous
avez Macron, le barème Macron avec une très importante indemnisation. Lui, il ne l'a pas. Donc, on lui donne ça le temps qu'il s'insère et qu'il n'y ait plus de problème. Et donc, elle est chronodégradable. Donc, vous la prévoyez pour 1 an, pour 1 an et demi, pour 2 ans. De toute façon, elle n'est évidemment pas réglée par la loi. Elle est possible. Elle est facile à organiser. On a même fait un modèle. Donc, je ne sais pas comment on partagera le modèle à la fin Sur le site. sur le site. Voilà. Donc, il y a un modèle qui est évidemment caviardable et martyrisable à loisir, hein. Donc, on peut mettre un tas de choses dedans. C'est vraiment à votre main et ce sera quelque chose qui va se répandre. Et puis, euh, une fois que le chasseur de tête a l'habitude de la close pop, il n'aura pas d'angoisse à la proposer à son client employeur en lui disant, faut mettre ça pour être sûr que le salarié vienne. Il n'aura pas de problème à le proposer au salarié, au candidat, en lui disant, bah, en fait, c'est la pratique de marché maintenant, on met des clauses pop. Ah bon, mais ça ne veut pas dire que ils vont me sortir tout de suite, alors je vais arriver, ils vont me sortir tout de suite. Non, 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 c'est standard maintenant dans leur contrat, il y a une clause pop. Si jamais ça ne se passe pas bien, vous serez protégé par un outplacer. L'outplacer peut aller le vendre aussi de son côté à son client employeur. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Win-win-win. Voilà. Marie-Liesse, quel avantage tu vois pour tes candidats? Alors d'abord, avant de parler des candidats, je tiens quand même à préciser que certaines entreprises ont conscience de leur responsabilité lorsqu'elles vont chasser un dirigeant et les positionner, et puis le onboarding ne fonctionne pas. Elles nous sollicitent dans le cadre d'un outplacement. Alors malheureusement, ce n'est pas l'intégralité des entreprises, sinon on ne parlerait pas de cette clause POP. Et merci Nicolas et Eric voilà, d'avoir préparé cette séquence, et je pense que c'est très important. Un candidat qui va se retrouver dans une situation où il aura une période courte dans l'entreprise va le vivre comme un échec. Et le risque, en fait, le premier écueil, ça serait qu'il se précipite sur le marché du travail pour retrouver tout de suite, effectivement, un job. Et pour autant, il doit être préparé. D'accord? L'outplacement a pour vocation de le préparer et les mettre dans des conditions de succès pour lui permettre de réussir son employabilité immédiate, mais au-delà de ça, le préparer en faveur de son employabilité durable. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers avec la démarche d'outplacement, c'est quand même un dispositif qui permet de réduire de moitié la durée moyenne de transition professionnelle. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Alors pourquoi on arrive à de telles statistiques qui sont chaque année mesurées par le Syntec Outplacement? Parce qu'en fait, nous positionnons la personne dans une véritable dynamique. D'abord, elle va intégrer l'entreprise, donc qui l'accompagne en outplacement entre deux entreprises. Donc, elle peut venir quand elle veut, du lundi au vendredi, et elle va être accompagnée. Nicolas parlait de la notion de fit qui est très importante. Elle va être accompagnée par un consultant coach qui va être son référent, qui va la rencontrer chaque semaine et qui va l'accompagner à tous les stades, tous les moments clés de sa transition professionnelle, depuis la définition du projet, depuis l'identification des cibles. Le réseau, elle va développer son réseau évidemment à cette occasion et ça c'est fondamental, mais également elle va travailler sur sa communication, sa visibilité sur les réseaux et dans le cadre de la campagne de recherche, elle sera, j'ai envie de dire, suivie et accompagnée pour préparer un entretien chez Lincoln ou dans d'autres entreprises pour faire le retour effectivement d'expérience de ce qui s'est passé et puis aussi pour la rassurer parce que évidemment, il y a eu un sujet de confiance qui a été un peu émoussé avec l'entreprise et l'idée de pouvoir l'accompagner dans le cadre de son onboarding de façon à ce que la prochaine, effectivement, expérience soit pérenne. Et puis, il y a toute la dynamique collective qui est essentielle, c'est-à-dire qu'une pause professionnelle, en fait, c'est précieux si on le considère comme tel. Donc, c'est l'opportunité de se former. Aujourd'hui, on parle effectivement de l'IA qui bouleverse le monde du travail et l'employabilité. Et évidemment, ça fait partie de nos responsabilités de former les personnes sur ces sujets, mais également de prendre conscience de son leadership. Voilà, prendre conscience aussi de ce qui va nous mettre dans des conditions de succès. Et puis, le choix d'un projet professionnel. Parce que, voilà, on évoque aussi beaucoup aujourd'hui la relation avec l'entreprise, mais certaines personnes, parce qu'elles auront fait ce pas de côté, vont aussi vouloir ouvrir d'autres options d'employabilité, qui seraient créer une entreprise, reprendre une entreprise, devenir manager de transition aussi. Voilà. Iman, Béatrice, merci Marie-Liesse. Iman, Béatrice, le mot du chasseur de tête, quel intérêt pour les entreprises qui attirent des talents? Alors, ouais, Vas-y, vas-y. j'y vais. Ouais, alors, moi, je vois vraiment, et là, je m'adresse au DRH, un double win. C'est que
au-delà donc de tout l'intérêt pour le candidat de l'outplacement que vient de détailler Marie-Liesse, le double win pour le DRH et pour l'entreprise, c'est à la fois d'abord un levier d'attractivité. Alors, quand ça sera généralisé, ça sera moins un levier différenciant, mais en tout cas, à date, c'est vraiment actionner un levier d'attractivité pour réussir à attirer les meilleurs talents et venir annuler tous ces freins qu'on a évoqués au début de l'échange. Et le deuxième win, c'est vis-à-vis des collaborateurs de l'entreprise. Parce que avoir un DRH, avoir une entreprise qui, à travers cette clause, se montre attentif au cycle de vie aussi des candidats, ça c'est extrêmement important. Voilà, ça va venir nourrir aussi la fierté des collaborateurs et l'engagement des collaborateurs de s'inscrire dans la durée dans une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs et pas seulement du onboarding, mais aussi du offboarding. Et on sait qu'un offboarding réussi, ça a plein de vertus. Donc voilà, moi, les deux gros avantages, je le vois pour nos clients. Iman, Merci Béatrice d'avoir très bien résumé les avantages. Mais je dirais aussi que ça va nous aider à vendre des postes qui sont parfois un peu complexes, où on connaît l'historique d'une entreprise, on peut avoir des contextes particuliers d'entreprise. Et dans ces cas-là, euh, ça va nous aider et aider l'entreprise à attirer quand même les meilleurs talents pour ce client. Donc, euh, en rassurant sur l'envie d'aller au bout avec ce candidat et de se prémunir du risque au cas où il y aurait un risque. oui, alors il y a une question de Rodolphe. J'imagine que c'est Rodolphe de Miroir Social. Bonjour, ils en pensent quoi les syndicats de cette clause dans les entreprises? Les premiers échos que j'ai eus et qu'on a eus avec des représentants du personnel, ils voient évidemment un avantage pour les salariés, puisqu'ils voient une protection pour les salariés, un avantage pour pouvoir rebondir plus facilement et vivre mieux cette transition. Il y a aussi un avantage en termes de politique RSE, puisque c'est quelque chose qui est audité par les personnes qui s'occupent de ça. Nicolas, je ne sais pas si tu veux. Elle t'était adressée là. Oui, oui, je connais bien Rodolphe. Bah non, je suis du Parce même qu'il avis. s'agit. Je n'ai pas interrogé, moi, les syndicats spécifiquement sur cette clause. On est à un stade on présente cette clause au marché finalement aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une autre question dans le chat là qui est amusante, mais à mon avis, qui n'est pas tout à fait pour aujourd'hui. Il n'y a pas que le mode salarial pour structurer la relation employeur-employé pour des postes de haut niveau. Il peut y avoir des relations sous forme de prestations. Je ne parle pas de management de transition. Quelle place ou avantage pour une telle solution dans l'esprit de l'employeur? Demande Emmanuel Delsuc. Alors, je crois que c'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui, mais juste si on peut dire un mot, c'est une tentation. Elle aura probablement sa place plus tard. Elle va advenir d'une façon très généralisée. C'est vrai, cette situation, parce que je vois de plus en plus d'entreprises qui sortent du modèle salarial et qui prennent effectivement à beaucoup de niveaux, parfois à tous les niveaux, des gens qui ne sont pas sous contrat de travail. Et sur ce sujet-là en particulier, il y a une chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est évidemment la requalification en contrat de travail qui alors peut avoir des effets dévastateurs d'un point de vue contentieux. Il faut vraiment... enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On pourrait faire un webinaire sur ce sujet-là, mais c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui et ça correspond pas exactement à ça. Quant aux chasseurs de tête, ça peut les intéresser de proposer effectivement deux modalités de recrutement, mais ensuite, quel risque pour l'employeur? Là, surtout si c'est pour remplacer un salarié qui était là avant, on met quelqu'un à sa place qui n'est pas salarié, je pense que le risque est monstrueux. Je ne parle pas de l'adresse email dans l'entreprise, le bureau avec son nom, la présentation de la personne au même titre que les autres dans une équipe ou un comité de direction. Enfin, c'est tous les arguments qui vont générer que des problématiques contentieuses. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Merci à vous. Je suis très fier de moi et de vous d'ailleurs, parce on est Très pile heureux. poil à l'heure, ce qui est assez étonnant de notre part. Les consultants sont souvent bavards. Merci de votre contribution. On parle de ça? Ah oui, un mot. Je te laisse le soin d'en parler. Non, non, vas-y, vas-y. Si l'outplacement est encore, j'ai envie de dire, un métier qui vous intéresse, sur lequel vous avez des questions, il y a un petit quiz qui a été réalisé par le Syntec Outplacement et qui est de grande qualité. Voilà, donc n'hésitez pas à le demander. Vous le trouverez aussi sur le site Syntec concernant l'évolution Et- professionnelle. Exactement. Merci à vous et à très bientôt donc pour des nouveaux webinaires.
Nouveau sujet. À bientôt.